Et je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir Paul Daher. Bonjour. Donc, j'ai noté en ouverture externe, je pense qu'on peut repasser en simple... Merci. Bon courage. Merci. Bonjour, bonsoir d'ailleurs. En fait, on va parler aujourd'hui du Smart Backdooring. En fait, on va voir la technique de Smart Backdooring 2.0. Tout d'abord, je travaille chez Digital Security. Je fais du pentest et de la R&D chez eux. Et c'est du coup mon premier talk. Et je tiens à... je tiens à remercier Virtual Labs pour l'idée, le sujet en fait du talk, et du coup Digital Security pour les 2 semaines que j'ai passées en fait sur cette recherche. Donc en fait là c'est juste le but de la présentation, c'est juste vous apprendre à comment on analyse un firmware quand on part de aucune connaissance sur l'architecture ni aucune idée de ce qu'il y a en fait derrière l'objet connecté, ce qui fait tourner en fait l'objet connecté. On va commencer par détailler un peu ce que c'est le Smart Backdooring. Après, on va prendre un cas d'étude qui est un cadenas connecté, qui est juste là. Et on va en fait détailler toute l'analyse, la méthodologie de test d'un objet connecté. Et on va analyser du coup le firmware et plonger dedans pour installer une petite backdoor. Donc le Smart Backdooring. En fait, Smart Backdooring, c'est juste une technique en fait qui consiste à backdoorer un objet dit un peu débile ou dump. C'est que en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas un OS qui tourne derrière. Donc par exemple, on n'a pas de Linux comme on a vu dans le talk qui est juste avant. Il n'y a pas de Linux qui tourne derrière. Il y a juste un firmware qui tourne, une sorte de boucle main qui va tourner et puis qui fait tourner en fait tout le système. Et le but du Smart Backdooring, c'est qu'on va backdoorer cet objet qui est dit plutôt débile, parce qu'il a une fonctionnalité ou plusieurs. Et on va ajouter un petit accès qui est spécial en fait juste pour nous. Bon, parfois on n'a pas obligé de faire du backdoor parce que c'est by design sur certains produits, mais je pense que vous connaissez déjà. Donc comment ça fonctionne? En fait, il faut que l'objet connecté soit en fait dans la main de l'attaquant à un point, parce qu'il a besoin en fait de mener certaines attaques. Je sais qu'il y a parfois moyen de faire du backdooring en faisant, en tweakant en fait la mise à jour du firmware, mais là on parle vraiment d'une attaque qui va être aller prendre le paquet, intercepter un paquet qui a été commandé par une personne en fait, et le backdoorer et le renvoyer à cette personne. Du coup, la personne, quand elle va recevoir son colis avec l'objet qui est dedans, on va voir que l'objet, il est bien, il y a toutes les fonctionnalités qui sont dedans, et il va penser que c'est vraiment l'objet par défaut, mais en fait non, parce que le code qui est à l'intérieur a été modifié. Et c'est aussi un cas où en fait on achète un objet d'occasion, parce qu'on pense que voilà, on peut faire confiance parce que l'objet il a l'air correct, mais en fait finalement on se retrouve avec une petite backdoor qui est dedans. Aussi, on a besoin d'avoir un port qui est un port de debugging ou de programmation qui soit accessible pour qu'on puisse en fait extraire le firmware, le manipuler et puis le remettre dedans. Et bien sûr, il faut savoir faire un peu de reverse pour qu'on puisse regarder comment ça fonctionne vraiment. Donc là, on va d'abord commencer par parler en fait de la méthodologie qu'on suit en fait quand on fait un audit d'objets connectés. Tout d'abord, une fois qu'on a un objet, il faut savoir à quoi il sert. Parce qu'en fait, on va prendre la boîte en fait, sur laquelle on a reçu l'objet. On va regarder quelles sont les icônes qui sont sur la boîte, par exemple. On voit qu'il y a du Bluetooth, du Wi-Fi, Android, donc il y a une application mobile potentiellement. On va essayer de lire le manuel d'utilisation, parce qu'en termes d'utilisateur lambda, il y a toujours moyen de contourner l'usage très basique en fait, de l'objet. Donc on a vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape à faire. Ensuite, on va essayer de chercher des vulnérabilités dites hardware. On va essayer de voir s'il y a des mécanismes qui, par exemple, déclenchent des moteurs qui sont accessibles assez facilement. On va essayer de voir s'il y a des boutons de reset hardware qui sont accessibles en fait, aussi à tout le monde. Parce que dans certains cas où en fait, on achète un objet et qu'il y a un mot de passe pour accéder à cet objet, il suffit d'avoir un bouton de reset qui va reset le mot de passe factory sur l'objet. Du coup, s'il est accessible assez facilement, on peut prendre le contrôle assez facilement de l'objet. Une fois qu'on fait cette étape, on va regarder le circuit imprimé, on va faire un peu d'analyse sur le circuit pour récupérer toutes les références qui sont sur toutes les puces. Une fois qu'on a les références, on a Google qui va nous donner un peu les datasheets qui sont disponibles. Généralement, on arrive à trouver les datasheets sur Internet. Parfois, il faut les acheter, mais voilà, ça dépend des puces.
Ensuite, une fois qu'on a les références, on a le datasheet, bah maintenant on sait comment on va pouvoir dumper le firmware. Parce que dans la datasheet, il y a toute la partie, les peurs de debug qui sont accessibles en fait. Bah, on va pouvoir dumper le firmware, les désassembler pour voir est-ce qu'on peut trouver par exemple des vulnérabilités software dans le produit. On va essayer par exemple de chercher des mots de passe qui sont hard-codés. On va chercher des overflows qui sont potentiellement en fait, dans l'objet connecté pour qu'on puisse prendre le contrôle d'une façon ou d'une autre à partir d'une entrée utilisateur. Ensuite, à la fin, on va analyser les communications avec cet objet. Donc, on va essayer de voir quand il communique avec l'application Android, est-ce qu'il a du Bluetooth Low Energy, par exemple? Est-ce qu'on est capable d'intercepter les communications? Est-ce qu'il communique en Wi-Fi aussi? Parce que ça peut être un vecteur d'attaque. On va acheter des antennes qui sont plutôt affordables en fait, sur le marché pour qu'on puisse effectuer cette étape. Donc là, en fait, dans le cas d'étude, en fait, on a pris un cadenas, parce que voilà, on l'avait dans le labo. Les cadenas qui sont avec une clé physique, donc je parle vraiment d'une clé classique, quoi. Ça commence à devenir un peu, c'est plus la mode. Du coup, on passe sur les objets un peu connectés parce que c'est un peu ce qui est marketé sur les sites e-commerce. Du coup, vu qu'on n'a pas de clé classique, comme vous pouvez voir sur la photo, on n'a pas de clé à mettre, on ne peut pas faire du lockpicking classique. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'analyser le firmware, peut-être pour le backdoorer, et mettre dedans une sorte d'autres clés qui puissent en fait déloquer aussi le cadenas. Donc, le cadenas Conan, en fait, il offre plusieurs technologies pour qu'on puisse en fait l'ouvrir. Il fait du Bluetooth Low Energy. Il a aussi une méthode de RFID avec une carte NFC. On peut aussi déloquer le cadenas. Donc là, on est en train de regarder toutes les fonctionnalités offertes pour qu'on puisse savoir quels sont les moyens qu'on puisse en fait attaquer ce cadenas. Ce cadenas, il vient avec une application mobile pour qu'on puisse configurer un code PIN. Ce code PIN, ça va servir en fait une fois qu'on se connecte en Bluetooth sur le cadenas, on va entrer ce code PIN et du coup, on va pouvoir le déloquer, tout simplement. Il y a un port micro USB qui est accessible. Ce port, il sert juste à charger la batterie, donc ce n'est pas vraiment un vecteur qu'on peut utiliser dans notre cas. Et sur le cadenas, en fait, on a un bouton qui va permettre juste de réveiller le cadenas pour qu'on puisse connecter dessus une fois qu'on a l'application mobile installée sur le téléphone. Et aussi, il a une autre fonctionnalité qui est marquée sur la boîte qui dit en fait que ce cadenas il va stocker toutes les access logs en fait, dans une section mémoire qu'il a. Du coup, on peut savoir quelle personne a ouvert le cadenas à quel moment. Donc là, en fait, on va essayer de regarder les vulnérabilités hardware. Donc là, en regardant le cadenas, en fait, on a trouvé que c'était très facile en fait d'ouvrir le cadenas et on va voir comment faire en fait. En fait, il suffit juste de prendre un tournevis, le cadenas, mettre le tournevis comme c'est sur la photo en fait d'ailleurs, et forcer un petit peu, on arrive directement vers le cadenas. Du coup, comme vous pouvez voir, on a ouvert le cadenas, du coup, c'était pas très difficile. Après, il y a d'autres vis qui sont à l'intérieur, il suffit de les dévisser, on peut aussi déloquer directement le cadenas. Après, sur la partie communication, donc là, en fait, le cadenas, comme on a vu, il se connecte en Bluetooth. Du coup, on est capable d'intercepter le Bluetooth, l'échange avec le téléphone, et on voit assez facilement que le code PIN, il passe en clair. Là, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été déjà présenté plein de fois sur des cadenas où le mot de passe il passe en clair sur le Bluetooth. Donc là, c'est pas le but de regarder cette partie en fait dans le talk. Donc je vais passer à la suite. J'ai aussi essayé de faire de brute force, mais en fait, le cadenas il prend 8 caractères, 8 caractères numériques pour se déloquer. Et du coup, ce qui fait après 100 millions de possibilités. Et avec 100 millions de possibilités, on peut attendre, ça va prendre un peu de temps. Surtout parce qu'à chaque fois qu'on fait 3 essais, il faut réappuyer sur le bouton sur le cadenas, se reconnecter en Bluetooth et refaire 3 autres tentatives. Du coup, ça va prendre un peu de temps. Donc, on va trouver d'autres solutions. Donc là, le cadenas que j'ai ouvert là juste à l'instant, en fait, il se présente comme ça. On a en fait en haut un moteur qui est marqué en fait là la partie ce qui est ici
là, c'est le moteur qui est derrière. Ici, on a juste un bout de métal qui va juste servir de déloquer le cadenas, en fait, une fois qu'on appuie sur le bouton Unlock sur le téléphone. Et ici, en bas, on a la partie micro USB qui est accessible, qu'on peut voir. Et d'ailleurs, juste pour déverrouiller le cadenas, il suffit juste de dévisser la vis qui est là et puis forcer un petit peu ce qu'il y a juste en haut, et puis le cadenas, il ouvre assez facilement. Donc là, on va prendre le cadenas, le retourner, et là, du coup, cette partie, la partie qui est à gauche, la partie qui est en noir, ça, c'est ce qu'on voit. On a le moteur qui est juste à l'intérieur de cette partie avec la batterie. Et de l'autre côté, on a le circuit imprimé qui va nous intéresser, en fait. Parce que là, en fait, on va passer à l'étape où on va analyser ce circuit imprimé pour qu'on puisse récupérer les références qui sont dessus, pour qu'on puisse récupérer le datasheet et faire notre analyse. Donc là, dans ce cas, on va trouver qu'en fait, on a 2 carrés noirs sur le circuit imprimé, et qui sont juste ici. Et en fait, ces 2 carrés noirs, il y a un qui est un microprocesseur et l'autre qui est juste une puce qui va permettre en fait de faire la liaison RFID à NFC. Donc là, on s'en fout un peu de cette partie. Du coup, nous, on va juste s'intéresser à la partie microcontrôleur sur laquelle on va se brancher. Donc là, la référence qui était marquée sur le microcontrôleur, ça dit que c'est un device qui est un CC2541 2.4 GHz de Texas Instruments. C'est cool, on regarde, il y a un port CC Debugger, enfin c'est compatible avec un CC Debugger. Du coup, on peut se brancher dessus pour débugger, programmer et récupérer le firmware. Et on voit bien que sur le circuit, il n'y a pas un autre endroit d'une mémoire externe. Donc en fait, on a vraiment juste le microcontrôleur qui, lui, il contient une mémoire. Et c'est cette mémoire-là qui contient en fait toute la partie code, data, etc., qui est liée en fait à ce cadenas. Et là, et du coup, ici, en fait, c'est marqué en rouge. Ça, c'est la partie où en fait, c'est juste les endroits où on va en fait se brancher dessus, connecter notre CC Debugger, qui va nous permettre en fait de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur du microcontrôleur. Là, en fait, pour trouver ces points-là, c'était assez clair parce que c'était 5 points qui sont marqués directement à côté de l'autre. Mais après, on peut faire directement la liaison entre le microprocesseur, l'endroit sur le microprocesseur du port de debugging et les points sur le circuit. Du coup, on peut trouver assez facilement ces points-là. Donc, le CC Debugger, il est juste là sur la photo. Il coûte environ 20 € sur Internet, ou 30, enfin ça dépend des sites. Et il vient avec toute une suite qui permet en fait de faire tout le flashing de programmation, extraction du firmware. Donc là, le tool, il est présenté juste là. On a en fait plusieurs options, une qui va dire erase and program, une autre qui va dire juste erase, une autre qui va lire le contenu du firmware. En fait, une fois qu'on se branche dessus, on branche notre cadenas sur le CC Debugger en USB sur le PC, et on a juste à cliquer le bouton, on récupère le firmware. Donc là, le firmware qu'on récupère, il est au format Intel X. Donc ça, c'est juste un format qui est un format en ASCII pour ne pas en fait récupérer du binaire directement. Du coup, le format X, on va le transformer en binaire pour avoir vraiment le firmware qui est derrière. Du coup, on a juste à faire un objet copy en fait sur le firmware qu'on a extrait avec l'outil précédent. Et puis là, on peut regarder et faire un peu de reverse dessus. Donc là, on va plonger dans la partie analyse du firmware et on va voir comment on a galéré un petit peu pour faire cette analyse. Tout d'abord, en fait, en lisant la datasheet qu'on a récupérée sur Internet, on voit que l'architecture c'est du Intel 8051. Donc ça, c'est différent de ce que vous connaissez en Intel, donc Intel x86 ou Intel 64 bits. Donc là, c'est vraiment une architecture qui est dédiée à ce qui est un peu embarqué, parce que c'est un peu minimaliste. On a moins d'instructions et du coup, parfois les instructions sont un peu différentes avec du Intel classique. On a la taille de la mémoire qui fait 256K. Puis après, on regarde, IDA connaît bien l'architecture, il sait comment la désassembler. Les datasheets sont accessibles gratuitement. Du coup, on a juste à plonger dedans et voir comment vraiment ça fonctionne. On va ouvrir le firmware dans IDA. Donc là, en fait, la théorie de la backdoor, ça va être qu'on va en fait ouvrir le firmware dans IDA, aller à la section data où il y a le mot de passe, regarder Xref, aller à cette section, et puis juste patcher le jump qui est fait pour le check du code PIN qu'on a inséré depuis l'application mobile. Et puis voilà, on peut mettre n'importe quel PIN et ça va marcher. Ça, c'est bien la théorie, ce qu'on avait pensé pouvoir faire assez facilement. Mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment ça. Parce qu'en fait, en réalité, c'était la première fois que j'arrivais à ce Intel 8051. Donc voilà, j'avais pensé que c'était une autre archi, mais voilà, je me suis trompé.
Du coup, j'ai dû apprendre un petit peu, lire un peu le manuel pour savoir comment ça fonctionne. Après, en fait, IDA ne reconnaît pas vraiment le device CC2541. Donc ça, c'est le microcontrôleur qu'on a. Enfin, il connaît bien il a bien une autre, une liste complète de devices qu'il connaît, mais pas celui-là. Donc là, c'est un peu embêtant. Mais on se dit quand même, IDA, il est un peu intelligent, il va savoir quand même désassembler le firmware. Du coup, on le lance quand même dans IDA. Et là, on voit que IDA, il va détecter même pas une dizaine en fait, de fonctions qui sont dans le firmware. Du coup, on a quelques briques en fait, dans IDA et tout le reste, c'est du data. Du coup, sur 256K, si on a juste quelques instructions de NOP qui sont accessibles, bah, c'est pas vraiment grand-chose. Donc là, c'était un peu un petit point bloquant, enfin le premier point bloquant que j'ai rencontré. Donc là, on se dit, bon, bah, j'ai la datasheet, bah, je peux créer le device pour IDA. Bah, qu'est-ce qu'il faut pour créer le device? Bah, en fait, on a besoin de la table d'interruption. Parce que la table d'interruption, c'est toutes les fonctions qui vont être implémentées, qui sont implémentées en fait, dans le microprocesseur. On a juste à récupérer depuis la datasheet toute la liste des instructions, mettre chaque instruction, en fait, le interrupt name avec l'adresse correspondante. On a juste à les mettre dans la configuration per IDA. On a ensuite, on a aussi besoin en fait, de récupérer la partie SFR. Donc ça, c'est les Special Function Registers qui vont être utilisés aussi dans pour ce microprocesseur. Donc là, en fait, on a aussi une autre liste de registres qu'on est obligé de récupérer leur adresse pour qu'on puisse aussi les mettre dans la configuration et on pourra obtenir peut-être quelque chose d'un peu plus clair. Donc là, tout ce travail-là, ça a pris environ 2 jours. Voilà, du conf IDA, à peu près 2200 lignes de configuration pour IDA, qui va être juste quelle est l'entrée. Tout d'abord, on a la table d'interruption avec l'entrée, le nom de l'entrée et quelle adresse elle se trouve. Et après, on a toute la partie registre qu'on a récupéré de la datasheet, qu'on a mis ici en dur. Et voilà, j'ai dû écrire tout ça en fait. C'était un peu pénible. Donc, une fois qu'on a ça, on dit on va tester un peu dans IDA, voir ce que ça donne. On a le device qui apparaît juste à la fin parce qu'on l'a ajouté dans le bon fichier. Et du coup, on voit qu'on a en fait une liste un peu plus grande de fonctions. Donc là, on se dit, déjà, on reconnaît quelques fonctions. Parce qu'en lisant en fait, la datasheet, on se rend compte que par exemple, ce microprocesseur, il a des fonctionnalités de chiffrement, par exemple. Il a des fonctions qui permettent de faire de l'AES directement. Donc là, on les retrouve ici, par exemple, avec la fonctionnalité ENC, enfin, ça veut dire encrypt. Et en plus de ça, donc là c'était les fonctions qu'on a récupérées avec la table d'interrupt, on a aussi pu maintenant décoder toutes les valeurs en fait, qu'on avait en dur. On avait en fait dans le code beaucoup de valeurs qui étaient 0x, 6800, quelque chose, des valeurs comme ça. Du coup, ça n'avait aucun sens en fait quand je regardais l'assembleur, je comprenais rien en fait. Et là, avec les registres qu'on a mis, là en fait, en regardant une deuxième fois le code, on voit que, par exemple ici, il utilise le preference channel en fait du Bluetooth, et du coup cette fonction, elle sert juste à setter le preference channel. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre l'adresse dans DPTR et puis mettre ce qu'il y a dans son accumulateur dedans, et puis comme ça, il va setter la channel qu'il préfère en fait pour discuter en Bluetooth. Donc là, déjà, on a réussi à comprendre une fonction du programme, ce qui est pas mal pour commencer. Donc là, j'ai lancé une recherche pour trouver le mot de passe. Donc là, c'est moi qui ai seté le mot de passe 1337. Et du coup, j'ai trouvé la référence dans la section de data. La référence, elle est bien identifiée ici dans le carré rouge. On a 0x1337, voilà. Enfin, il prend... au final, c'est juste un mot de passe sur 4 octets. Mais là, en fait, en regardant tout ça, on se dit, il est où notre xref pour aller dans la section code et trouver le check de pin? Là, en fait, il n'y a pas d'xref. Toute la section de data, on ne trouve aucune référence directe depuis les segments de code. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, parce qu'on a pensé à faire la backdoor en même pas 2 minutes, ça commence à se compliquer de plus en plus. Donc, en regardant en fait, tout le binaire complet, là, je me suis aperçu que j'ai en fait 128 kg de code à peu près. Si le but c'était juste de faire une backdoor un peu rapide, d'analyser 128 kg, ça va prendre un peu de temps, surtout parce que je ne maîtrise pas trop en fait, l'architecture encore. Et je me suis aussi aperçu qu'en fait, vu qu'on n'avait pas de puce qui était dédiée au Bluetooth et tout était implémenté directement dans le microcontrôleur, le microcontrôleur, il avait besoin de toute la stack Bluetooth. Donc en fait, la moitié de mon firmware, enfin le firmware que j'avais sous la main, c'était juste la stack Bluetooth. Du coup, je me suis d'abord un peu amusé à modifier quelques instructions et dire telle instruction, c'est pas un jump 0, c'est un jump not 0. Telle instruction, c'est pas un add, c'est un sub. Et je faisais des tests, vu que j'avais
accès en fait en debug programmation autant que je voulais sur le circuit, bah, je faisais les tests comme ça. Et à chaque fois que je modifiais une valeur, bah, je ne peux plus me connecter en Bluetooth sur le device. Parfois, aussi le device, j'avais plus la lumière qui s'allume pour le Bluetooth, donc en fait, c'était presque plus utilisable en fait. Donc là, je me dis, bon, je me suis peut-être pris un peu le problème dans un mauvais sens. On va revenir un peu à la datasheet, voir est-ce qu'il y a quelque chose dans la datasheet qui peut nous aider en fait à trouver un autre moyen pour bah, trouver le bout de code qui nous intéresse dans le firmware. Et là, en fait, je tombe sur quelques phrases en fait, dans la datasheet qui fait quelques centaines de pages. J'ai lu plusieurs fois. Et du coup, en fait, je vois un truc qui s'appelle PWM. C'est les signaux PWM. Donc là, en demandant un peu qu'est-ce que ça veut dire, je suis aperçu que ça, c'est une sorte de module qui va, en fait, c'est une sorte de pulse, un signal de pulse qui va être envoyé au moteur, qui va déclencher l'ouverture du moteur. Donc là, ce qui va ouvrir notre cadenas, vu qu'on a un moteur, en fait, qui est relié à notre microprocesseur. Donc là, je regarde, je vois une ligne qui est plutôt intéressante. On a un T1CTL.div. Et on voit que ce registre-là, il va juste c'était la période du signal. Donc la durée sur laquelle on va envoyer le signal. Du coup, je dis, bah, ce serait cool de checker ça dans le code. Enfin, en assembleur. Donc là, je vois qu'il y a deux références dans IDA sur cette valeur-là. Donc là, je prends la première référence qui me tombe directement sous la main. Je vois qu'ici, il set la valeur 0xa dedans, juste ici en bas. Du coup, bah, j'ai dit, bah, si c'est la durée sur laquelle va setter, bah, j'aurais juste à mettre 0, voir ce qui se passe. Du coup, je mets la valeur de 0 dedans. Je mets le firmware dans le cadenas. J'arrive à me connecter en Bluetooth. Donc là, c'est bon, je ne suis pas dans la stack Bluetooth. J'ai vraiment patché un truc qui n'est pas dedans. J'arrive à mettre mon mot de passe, que j'avais seté tout à l'heure. Et du coup, quand j'appuie sur le bouton Unlock, parce qu'il y a un bouton Unlock pour déverrouiller le moteur, bah, le moteur ne bouge pas. Donc là, j'ai vraiment aucun signal qui est envoyé au moteur, parce que la période dans laquelle il doit envoyer un signal, bah, elle est nulle en fait. Du coup, bah, je me dis que là, ce bout de code, il correspond un petit peu à un code qui est vraiment lié à ce cadenas. Donc là, je suis sorti de la stack Bluetooth qui était implémentée tout au long du début de mon firmware. Et je commence à peu près à approcher une section de code qui est une section de code qui est plutôt liée vraiment à ce cadenas-là avec le moteur et comment ça va fonctionner. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc là, je me dis, allons voir faire un peu de test. Donc là, j'ai fait une méthode un peu méthode de barbare, je pense, parce que je pense que voilà, ça prend un peu de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les jump 0 et jump not 0 de cette section. J'ai pris en fait des blocs de sections. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les jumps. Donc d'un côté, j'ai pris ce qui est jump 0, je l'ai mis en jump not 0. Et après, j'ai testé aussi l'inverse pour voir ce que ça donne. Et vu que j'avais le device sous la main et j'avais 3-4 heures à perdre, donc voilà, je me suis amusé à faire ça. Et donc là, je m'aperçois à chaque fois que je modifiais les jumps, bah, en fait, j'arrive toujours à me connecter en Bluetooth sur le cadenas. Donc ça, c'est un bon signe parce que du coup, toute cette section-là, bah, elle n'est pas vraiment la stack Bluetooth. Donc ça, c'est sympa. Je suis sorti de tout ce bout de code qui était énorme. Et bah, j'arrive à un bout de code qui est vraiment lié en fait, au fonctionnement du cadenas et comment ça va ouvrir. Donc là, en faisant quelques tests, je tombe une fois, j'arrive en fait, je peux me connecter sur le cadenas en Bluetooth, je mets le mot de passe. Et là, le mot de passe, il ne marche pas. Donc là, je me dis, attends, peut-être j'ai patché le bon truc, je mets un autre mot de passe, bah aussi ça ne marche pas, il n'y a aucun truc qui marche, j'arrive plus à déloquer le cadenas. Donc là, je dis, bon, bah, j'ai touché à une fonctionnalité qui va être plus ou moins liée en fait, à la partie de check du mot de passe. Donc là, je commence à être un peu content. Et là, du coup, je regarde mon code d'assembleur, je plonge dedans, et là, je vois qu'en fait, j'ai juste un jump not 0 vers une adresse. Et en fait, c'est ce jump not 0, quand je l'ai inversé, bah, il n'y a plus aucun mot de passe qui fonctionne sur le cadenas. Et là, je regarde dans IDA, je ne vois pas en fait une arbre. Normalement, c'est un graphe, c'est très beau, c'est sympa. Mais là, il n'y a pas. Et j'ai repris en fait la documentation Intel et j'ai regardé ce que ça fait vraiment l'instruction jump not 0. Et là, je suis aperçu, c'est un jump qui est relatif. Donc là, en fait, l'opcode du jump, c'est 0x70. Et tout ce qui vient, enfin, l'octet qui vient juste après, c'est l'adresse sur laquelle il doit jumper. Si ou bien il jump à cette adresse-là, ou bien il continue en fait tout droit. Et là, quand je faisais le calcul, je voyais que bah, en fait, ça ne correspond pas du tout où là, en fait, il essaie de m'envoyer. Du coup, là, je ne comprenais plus rien en fait. Et je pensais à un moment que bah, IDA, il ne sait pas traiter
du Intel 8051. Et là, en fait, je me suis aperçu avec l'aide d'un ami en fait, que en fait, ma section de code, elle n'est pas correctement mappée. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre assez souvent quand on analyse de firmware. Parce que la section de code, en fait, on n'arrive vraiment pas à savoir quelle partie c'est la partie code, quelle partie c'est la partie registre, quelle partie c'est les noms de fonctions, etc. Parce qu'il faut lire la datasheet. Du coup, tout ce qu'on a à faire, on va devoir rebaser les segments pour qu'on puisse dire que ce segment-là, ça c'est un segment de code qui est à part. Et du coup, pour faire ça, il faut regarder la datasheet, encore une fois. Et là, en fait, on a en fait deux sections. Une partie qui est la partie Xdata Memory Space. Donc là, c'est qui va contenir toute la partie, les registres SFR qu'on a codés, une partie de RAM. Et on a un peu, un truc qui s'appelle Xbank. C'est en fait de la mémoire en read-only, il me semble. Et après, en fait, la première fois que j'ai commencé à analyser le firmware, je me suis arrêté juste sur ce bloc-là. Et j'ai pas regardé ce qu'il y a en plus. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a encore une suite en fait, à ce schéma qui est juste à droite. Et cette suite, ça veut dire qu'en fait, on a des banques de 0 jusqu'à 7. Du coup, on peut avoir jusqu'à 8 blocs de 32 kg de code. Et tout ça, c'est en fonction de notre taille de mémoire qui est disponible en fait, sur le microprocesseur. Du coup, en fait, j'ai pris pour chaque 32 kilos, j'ai dit, bon, ça c'est un segment de code, voici la base, elle est là, et puis j'ai testé pour voir ce que ça donne. Et là, en fait, j'ouvre la même fonction, et là, je trouve que là, ça commence à être quelque chose qui est agréable à voir. Donc là, on a vraiment les jumps qui sont dans le bon ordre, on a bien le graphe qui est plutôt beau, c'est quelque chose que voilà, je connais un peu. Donc là, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on avait modifié le jump qui était juste ici à côté de la souris. C'était là le 0x7003. Et en modifiant ce jump-là, je me suis aperçu que plus aucun mot de passe fonctionne. Du coup, je dis, normalement, ça doit être juste après où il va checker son mot de passe. Et du coup, j'ai patché l'instruction qui était juste après. En fait, ce qui est arrivé quand je faisais la méthode un peu barbare, c'est que au passage, j'ai aussi patché ce qui était après. Mais vu que j'ai essayé de cerner où était le problème, j'ai trouvé juste le jump qui était avant et pas le deuxième. Mais là, j'ai dit, je vais juste tester uniquement en me changeant le deuxième et voir ce que ça donne. Et là, en fait, j'ai modifié le jump. J'ai remplacé 0x70.05 par 0x60.05 qui correspond juste à l'instruction qui est inverse. Et on a le mot de passe qui est seté en fait par le owner qui a 1337. Et là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, tout d'abord, je vais vous montrer une vidéo sur l'utilisation classique en fait, du cadenas. Donc là, le cadenas, vraiment, c'est comment il fonctionne une fois qu'on l'a ouvert, qu'on a seté un mot de passe dedans, on veut se connecter dessus, comment ça fonctionne. J'ai travaillé en fait tout le temps comme ça parce que je voulais pas enlever les soudures à chaque fois pour retester. Mais là voilà, j'essaie un mot de passe, il me dit que j'ai encore 2 chances. Après j'essaie un autre mot de passe, il me dit il me reste encore une chance. Voilà, c'est juste pour montrer que j'ai essayé plusieurs combinaisons. Et là quand je mets le bon mot de passe, j'arrive en fait à me connecter dessus. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, quand je vais cliquer sur le bouton Unlock, il y a un truc qui est là, qui va bouger, juste à côté de la souris. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, normalement, là, le moteur, il a bougé et on a débloqué le cadenas. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation classique, en fait, du cadenas. Donc là, si je passe, en fait, sur ce que j'ai effectué comme modification. Donc là, en fait, avec la modification que j'ai effectuée, là, en fait, le bon mot de passe, il ne marche plus, mais tout le reste fonctionne. Donc, moi, ça a marché, en fait. Et du coup, là, je mets un mot de passe aléatoire, puis on voit que ça a fonctionné, puis il va faire regarder le petit bout qui est là, qui a bougé, en fait. Là, ce qui était juste un peu, qui prend un peu de temps, et je voulais pas couper la vidéo, du coup, j'ai gardé tout en direct. Parce qu'en fait, là, je suis obligé de me reconnecter sur le device, le supprimer de l'application, puis me reconnecter encore une fois et remettre d'autres mots de passe. Pour ça, ça prend un peu de temps. Et voilà, du coup là maintenant en fait on va tester le mot de passe c'était par le owner en fait du cadenas. Et là on voit que le mot de passe il marche pas. Et là on va tester n'importe quoi à la place et on va trouver que ça marche. Donc voilà, ça c'était en fait le test où je me suis dit j'ai mis le doigt en fait sur la bonne fonction et là tout ce qui me reste à faire c'était d'essayer de voir comment je peux patcher encore ça un peu mieux. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le jump parce qu'en fait, j'ai vu que la section de code qui m'intéressait, elle venait juste après le jump. J'ai remplacé par des nops. Du coup, j'ai ouvert un éditeur exa parce que ça fait cool sur l'écran.
Et du coup, j'ai remplacé 70.05 par 0000. Et ça correspond à un NOP en Intel 8051. Parce que la première fois, j'ai essayé avec 0x90, mais en fait, ça ne marchait pas. Faut bien lire la doc. Donc voilà, donc là on a seté des NOP à la place. Donc maintenant, tous les mots de passe ils fonctionnent. Voilà. Donc là en fait, je vais d'abord essayer un mot de passe me semble aléatoire ou bien le mot de passe. Voilà, donc là j'essaie un mot de passe aléatoire. Et puis juste après, je vais tester le bon mot de passe pour montrer que ça fonctionne aussi. Et si quelqu'un ne me croit pas, il peut venir tester autant qu'il veut. J'ai le cadenas avec moi et on pourra en discuter un peu plus. En fait, oui, il faut juste faire gaffe, c'est qu'il y a s'il y a un truc qui va voler. Là, j'ai dû supprimer le device aussi parce que j'ai pas coupé. En fait, c'était la dernière fois où j'ai testé le cadenas avec ce mode-là. Et là, il y a en fait un petit vis ici qui va sauter parce que j'ai dû faire plein de tests. Vous allez voir, c'est marrant. J'espère que vous avez vu. Voilà. Et du coup, en fait, là, je me suis aperçu que j'ai vraiment galéré sur la liste de firmware. C'était la première fois que j'appréhende un firmware comme ça que je connaissais pas du tout. Ça m'a pris 2 semaines pour analyser de A à Z. Mais bon, au bout des 2 semaines, j'ai vraiment compris comment ça fonctionne. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ces problèmes-là. Donc en fait, on a toujours des problèmes où en fait, les désassembleurs qui existent sur le marché, ils ne reconnaissent pas le device. Du coup, on est obligé vraiment de taper la datasheet. Il ne faut vraiment pas avoir peur, même si ça fait 500 pages, ça passe. Hein. 2-3 jours, ça passe. Et puis en fait, j'ai galéré parce que j'avais pas d'informations sur Internet. Quand je cherchais sur Internet, en fait, sur Google, à chaque fois, j'avais des gens il y avait des personnes qui demandaient comment on est capable de reverser ce type d'architecture. À chaque fois, la réponse c'était lancer le code dans l'IDE et puis vous pouvez faire du step-by-step debugging. Bon moi j'ai pas le code en fait, du coup je pouvais pas faire ça. Donc c'était un peu embêtant. Et puis en fait, j'avais aucune idée où est-ce qu'il y avait le code intéressant. C'est pour ça que j'avais utilisé à un moment la méthode barbare parce qu'il fallait que j'aille un peu vite et que je fais le truc parce que quand même, on m'a filé 2 semaines pour le faire, mais il ne faut pas en abuser aussi. Et puis, j'ai pas trouvé de moyen de faire du live debugging sur le cadenas. Et bon, même si on peut le faire techniquement derrière, mais il fallait reverser des choses en plus et voilà, ça rentrait pas en fait dans le cas de l'étude. Et puis le point le plus chiant, que je pense tous les gens qui font du reverse de firmware, ils ont le même problème. En tout cas, j'espère que je suis pas le seul. C'est en fait créer les sections de code et les sections de mémoire parce que ça c'est vraiment pénible. Et voilà. Si vous avez une méthode facile, je prends. Et puis du coup, pour conclure, en fait, ce qui est un peu recommandé, c'est de physiquement en fait souder les pièces pour qu'on puisse pas accéder directement au circuit connecté. Donc notamment sur un cadenas, qui est censé protéger par exemple un vélo ou une porte, ce serait un peu mieux de mettre des soudures. Et si quelqu'un essaie d'enlever les soudures, comme ça c'est visible et on sait que quelqu'un a manipulé le cadenas et il l'a modifié. Et il faut aussi en fait désactiver les ports de programming, donc enlever les petites pinces qui sont utilisées par les développeurs pour que ce soit un peu plus difficile quand on essaye vraiment de dumper et qu'on risque quand même de cramer quelquefois le circuit avant qu'on puisse vraiment faire le dump, comme ça on va en acheter plus. Et puis il faut utiliser du chiffrement, donc que ce soit en Bluetooth, en Wi-Fi ou tous les moyens de communication, il faut utiliser du chiffrement. Et puis pour l'utilisateur final, il ne faut jamais faire confiance à un objet d'occasion, parce qu'on peut tomber dans ce cas de figure. Merci. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Une question ici, Cyril? Ici, lève la main, lève la main pour qu'on te voit, parce que sinon, tu n'auras pas le micro. Ça arrive. Donc tu disais que toutes les techniques classiques de lockpicking ne marchaient pas.
Qu'est-ce qui empêche en fait le shimming? Est-ce que c'est dû au moteur ou à autre chose? En fait, sur ce cadenas, moi personnellement, j'ai pas essayé directement de faire de shimming, mais généralement sur plusieurs cadenas connectés, ça fonctionne. Et on est capable de faire du shimming. Mais moi, je parlais vraiment de lockpick, l'endroit où tu mets vraiment la clé. Et là, vu qu'il n'y a pas d'endroit de mettre la clé, bah, c'était juste, enfin, c'était ça le point. Voilà. Il y a une autre question ici. Tout d'abord, merci. Vous avez remplacé le jump par un jump 0 par un jump not 0. Du coup, non, vous avez mis des nops. Du coup, tous les mots de passe fonctionnent. Du coup, c'est pas très discret. Si le mec il se trompe, il voit tout de suite qu'il y a un problème. Enfin, ça va déverrouiller. Ouais, bah s'ils se rendent pas compte. Est-ce que vous avez essayé du coup de mettre après la vérification, donc si c'était pas le bon mot de passe, de remettre une deuxième vérification si c'est un mot de passe rentré en dur par vous? Là, je redéverrouille. Du coup, après le jump, remettre une deuxième vérification. Ouais, en fait, j'ai pas essayé de le faire, pour être très honnête. Mais c'est faisable. En fait, avant, il y a quelques fonctions, l'école qui sont juste avant le jump. Bah, c'est ce qui fait le check de mot de passe. Il y a moyen de modifier. D'autres questions? Eh ben, on est bon. Merci beaucoup. Merci. Très bonne première.